Buenas tardes, les damos la bienvenida. Bonjour, bienvenue à ce troisième portrait d'espace des résiliences habitées. Aujourd'hui, on va parler de Carúpano. C'est une ville dans la côte de la mer Caraïbe au Venezuela. Aujourd'hui, pour la présenter, nous avons Ana Vargas. Elle est fondatrice de Ana Vargas Arquitectura y Urbanismo. Elle est professeure de l'Université centrale de Venezuela et elle a été consultatrice dans la Corporación Andina de Fomento. Mais surtout, Ana est passionnée de la transformation d'endroits à partir du dessin participatif, ce qui l'a menée à fonder Trazando Espacios. C'est une organisation qui construit et apprend la citoyenneté à partir de la transformation de l'espace public. Je dirais aussi que dans cette troisième édition de l'école de l'Anthropocène, Trazando Espacios a travaillé ensemble avec Pourquoi pas, c'est un collectif pour planifier et transformer l'espace public à Petare, au Caracas, à Venezuela, et à Bron, en France. Aujourd'hui, on est jeudi, 2h30 de l'après-midi en France et nous donnons la bienvenue à Ana Vargas. Merci Nancy, merci de l'invitation et merci de nous faire part de cet événement. Nous allons partager ce que nous vivons au Venezuela et comment les citoyens s'organisent pour faire face à cette situation que nous vivons. Merci beaucoup, merci à toi. C'est merveilleux de pouvoir voir le Venezuela d'une autre perspective, au-delà des événements politiques. Oui, bien sûr, il faut en tirer quelque chose de positif qui va nous donner de l'énergie surtout. Nous commençons donc la présentation. Quand tu voudras. Oui, nous commençons. Je ne la vois pas encore à l'écran. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Comment est-ce que nous pouvons faire pour le voir en grand, pour qu'on ne me voit pas moi? Parfait, voilà. Parfait. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la résilience des citoyens qui trouvent un sens pour aller au-delà d'une réalité compliquée qui conditionne notre liberté. Mais des fois, il y a une étincelle qui nous connecte avec nos objectifs dans la vie et on devient résilient. Cela nous aide à relever les défis et changer cette réalité, vivre le présent, connecter non seulement avec nous-mêmes, mais aussi dans la communauté, avec les autres citoyens pour affronter les problèmes, les adversités, dans un sens communautaire qui nous rend plus forts. Il est important de comprendre que de nos jours, au Venezuela, non seulement à Carúpano, la ville dont on va parler, le thème d'arriver à nos limites, à un moment où les gens de Carúpano disent se sentir étouffés, ligotés, emprisonnés, incapables, statiques, enfermés, être capable de connecter avec ces objectifs et de donner de la valeur à ce qui est prêt de nous, de transformer la réalité et de comme disait Viktor Frankl, retrouver la liberté dans son livre La recherche du sens. Il faut donc trouver le sens pour continuer cette énergie, pour changer la réalité d'une manière ou d'une autre. Donc, pour raconter cette histoire, je voulais vous montrer ceci. Carúpano est une ville au Venezuela
à l'est du pays, dans la mer Caraïbe, avec une géographie et des paysages incroyables. Ils sont si beaux que en 1498, quand Colomb arrive à Macuro, il dit que c'est le paradis sur Terre. C'est vraiment une terre de grâce. Et il tombe amoureux de cet endroit, parce que c'est un endroit magique. C'est vraiment un cadeau des dieux. Carúpano est la ville principale de la zone. Il est fondé en 1645 et là, cette ville a un tiers de la population de Lyon, pour que vous fassiez une idée. Au XIXe siècle, c'est là qu'il y a le plus de progrès. Il y a beaucoup de Français de l'île de Corse qui arrivent au Venezuela et ils commencent à travailler avec le cacao et le café. Il y a une activité économique importante entre Carúpano et l'Europe à cette époque-là. Et nous créons aussi le premier télégramme. Et nous créons le cercle français pour débattre l'avenir de la ville. Et nous commençons à développer les ports, l'architecture de la ville d'une manière merveilleuse. Malheureusement, à un moment donné, il y a eu 4 consulats, l'Allemagne, la France et entre autres. Et elle a été déplacée par d'autres villes comme Barcelona-Maturin, d'autres villes près de Carúpano, à cause du pétrole. Après, elle se dégrade, la ville se dégrade, la situation économique se dégrade et donc la ville a des conditions difficiles à ce moment-là. Le tissu urbain, le tissu physique, mais aussi la société souffre d'une situation problématique. Son potentiel dans les paysages et dans ce que Dieu a offert à Carúpano est intact. Donc, on doit s'accrocher à cela pour surmonter les problèmes. Carúpano a beaucoup d'endroits touristiques. Voici une photo. Il y a le centre historique. Nous avons aussi la côte. Nous avons des façades coloniales. Certaines sont détériorées, mais le tissu urbain est privilégié. C'est une ville piétonne et elle est entourée de montagnes. Donc cela nous apporte un climat privilégié. Cependant, on pourrait raconter l'histoire de la tragédie humaine que nous vivons aujourd'hui. C'est très présent à Paria aujourd'hui. Si par exemple on parle de pauvreté et des difficultés que les citoyens vivent tous les jours à cause de l'économie, de la mobilité, on peut parler aussi de problèmes de santé. Nous pourrions dire qu'il y a des problèmes avec des hôpitaux abandonnés, il y a un manque de médicaments. 8 personnes sur 9 vivent avec moins d'$1 par jour. Et en plus de ça, il faut ajouter la pandémie que nous vivons depuis le début de 2020 avec la COVID-19. Et c'est donc un autre fléau qui affecte la ville et ses citoyens. En plus de tout cela, il faut dire qu'il n'y a pas de gaz. C'est quelque chose de fondamental. À chaque fois qu'on veut cuisiner, on utilise du feu de bois au lieu d'utiliser le gaz pour pouvoir cuisiner.
Il n'y a pas non plus de l'essence, il n'y a pas non plus d'essence. Il faut attendre une semaine pour pouvoir faire le plan. Ce sont des conditions difficiles qui font que tous les jours soient quelque chose de compliqué à surmonter pour les citoyens de Carúpano. On pourrait donner beaucoup de chiffres pour vous donner une idée des difficultés, mais je pense que l'opportunité de partager avec vous aujourd'hui la situation de Carúpano nous mène aussi à parler des côtés positifs. Cela nous mène donc à surmonter les problèmes et à faire des choses merveilleuses. Donc, au milieu de tout ce désespoir, ma question est comment est-ce qu'on se retrouve pour lutter pour le bien commun, pour lutter pour des objectifs communs entre les citoyens de Carúpano. Et pour vous raconter ceci, il faut faire une petite parenthèse et je vais vous parler de l'organisation que nous avons créée au Venezuela en 2014. Nous avons fait un bon travail avec, pourquoi pas, une organisation de Lyon. Je vais faire une parenthèse pour vous raconter une expérience entre 2018 et 2019 pour le bien commun et éveiller les citoyens. Trazar Espacios est une organisation qui transforme des espaces citoyens avec des jeunes depuis 2014 et nous essayons de tirer vraiment l'identité de l'endroit et nous nous sentons habilités pour changer la réalité de l'endroit en question. Donc d'abord, il s'agit de comprendre l'endroit. On fait des recherches, on essaye de comprendre l'endroit et essayer de voir comment changer la ville et le représenter pour que d'autres citoyens puissent nous aider. Et on fait une transformation pour démontrer que les choses peuvent changer avec des outils simples. Donc en 2018, nous avons fait un atelier avec des jeunes de Santa Rosa, c'est le centre historique de Carúpano. C'est une partie de la ville merveilleuse et les jeunes ont choisi la place Andrés Mata. C'est un poète vénézuélien très connu et il s'appelle comme ça parce que ces poètes habitaient près de cet endroit. Donc ils ont fait un projet pour démontrer comment on pouvait changer, transformer pour faire en sorte que les anciens, les adultes, les jeunes, toutes aient une place avec des places, des parties vertes et des endroits pour cohabiter. Nous avons fait un projet d'architecture, on a cherché des fonds. La plupart des fonds ont été ce sont des habitants, des membres des familles qui ont apporté ces fonds. Ils ont fait un projet pour aller en vélo de Paris jusqu'à Londres. Et ça a été compliqué après, dans un délai d'un mois, beaucoup de personnes, aussi des jeunes, des écoles aux alentours, des adultes, ils ont travaillé ensemble pour ce bien commun, pour cet objectif commun d'échanger cette petite place de la ville. Ici, nous pouvons voir quelques photos du processus. Luis Roche est à l'écran et nous parlerons de lui plus tard et on verra comment connecter son travail avec d'autres. Il est quelqu'un d'important. Et donc, nous voyons ici un exemple de résilience citoyenne. Ici, nous voyons des gens qui prennent des galets à la plage pour construire les rues. Il y a beaucoup de bénévoles qui ont participé. Nous avons les dames de la place aussi, un groupe de femmes qui, d'une certaine manière, ont adopté ce projet.
Ce sont celles qui ont promu la solidarité des citoyens qui ont contribué. Il y a des femmes qui a prêté sa maison pour que les gens qui travaillaient là-bas puissent venir manger. Voilà, les jours de l'inauguration, elles étaient vraiment contentes après avoir pu transformer cet espace avec l'aide des citoyens. J'adore cette maison parce que cette image parce que nous avons vraiment l'image qui nous donne qui témoigne de la joie des citoyens. On va au-delà de la personne. C'était un objectif de la communauté. Nous voyons la photo un an après, c'est un endroit encore très spécial pour les citoyens. Cette histoire de la place Andrés Mata est un exemple de comment s'organiser, de comment allumer cette étincelle, comment surmonter l'individualité pour le bien commun, pour quelque chose qui est au-delà de nous. Cette initiative a été promue par Trazando Espacios et elle a été guidée, accompagnée. Un an après, on voit cette image de résilience qui part de la communauté, de la spontanéité des voisins, des citoyens qui disent « basta, il faut arrêter ». Et c'est très beau parce que ces voisins, avec ce qu'ils avaient, ils ont pensé comment transformer, ils ont fait appel à des expériences précédentes et postérieures qui transforment donc ils font une construction sociale avant de faire une construction physique. Ici, nous voyons une partie de Carúpano, la place Andrés Mata dans ce triangle. À droite, nous voyons la place Santa Rosa, qui est la place principale en face de l'église. Et nous voyons aussi le parc Miranda. Et nous voyons aussi comment ces trois endroits témoignent d'une force merveilleuse de la communauté. Alors cette histoire commence par l'histoire d'une dame du quartier qui disait qu'elle n'en pouvait plus avec la question des poubelles qui étaient en train de s'accumuler devant chez elle. Elle vivait d'ailleurs sur la place de l'église. Alors comment changer la situation? Alors, les gens du quartier ont commencé à parler entre eux, puis se sont organisés pour débarrasser le quartier des ordures et ils ont commencé à parler au service de la voirie, se mettre d'accord sur des horaires de passage pour que les poubelles ne restent pas des heures sur le trottoir. Donc, on s'organise, on élimine le problème des poubelles. Et puis, petit à petit, la place donc débarrassée des ordures a été entretenue par cette femme. Et puis, ça a donné des idées à d'autres personnes qui sont allées sur une autre place où il y avait des pierres à 300-400 mètres et avec la brouette a ramené des pierres sur la place Santa Rosa. Et donc vous voyez sur les plates-bandes, elles ont commencé à mettre des pierres. Donc toute cette énergie, toute cette spontanéité, c'est quelque chose qu'il faut préserver, dont il faut se servir. Nous n'allons pas en rester là. Alors, comment faire plus? Et encore une fois, les gens du quartier ont parlé
Et quelqu'un lui a dit, mais vous croyez qu'on va pouvoir arriver à arranger cette place uniquement avec des pierres qu'on va ramener? Et 2 semaines plus tard, elle a su inspirer d'autres personnes qui vont à la plage et qui ramènent 18 brouettes de pierre. Et ces brouettes de pierre sont utilisées pour faire des œuvres d'art. Et ça plaît. Et donc, un autre voisin va chercher des céramiques. Et donc, les tuiles, comme on l'a vu, mais également des céramiques avec des pots en plastique. Ils font des pots de fleurs. Et on voit certaines des œuvres. Par exemple, ce papillon. Donc, des projets, des gens du quartier qui s'organisent pour décorer la place et les plates-bandes de la place. Voilà donc des dessins qu'ils ont même imaginés. Et une des plus jolies choses d'ailleurs, c'est qu'ils disent que c'est compliqué d'obtenir le soutien de la municipalité, qui d'ailleurs n'a pas vraiment de budget. Donc on essaye également d'aider le service de la voirie qui vient nettoyer la place. Et donc il y a une sorte d'émotion contagieuse qui commence à se créer. Et donc il parle aux gens de la place de Mata pour essayer de comprendre comment ça s'est passé pour cette place et essayer d'avoir des idées. Et ils finissent par arriver à faire quelque chose qui est fondamental pour toute la place, c'est-à-dire réparer la fontaine. La fontaine, c'est un symbole de vie, on est bien d'accord. C'est un symbole d'un espace public vivant, qui va bien. Donc, c'est fantastique que Louise, qui avait travaillé, vous vous en souvenez, je vous ai montré sa photo, qui avait travaillé sur la première place, est intervenue et les a aidés à réparer cette fontaine qui a ensuite été illuminée. Tout ça avec la collaboration des gens du quartier. Donc, ils se motivent pour changer leur réalité avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils peuvent, ce qui est peu d'une certaine manière et en même temps beaucoup en termes de pouvoir de transformation. Donc encore plus émouvant, c'est que les gens qui vivent autour du parc Miranda, qui est 2,5 fois la taille de la place Santa Rosa, on va dire 3 fois, et 5 fois la place Andrés Mata, c'était une place assez grande, commencent un petit peu à dire ce serait bien qu'on arrange notre espace pour Noël. Alors, en s'inspirant de ces idées de recycler des matériaux qui souvent sont jetés à la poubelle, ils commencent à décorer les plates-bandes et à s'organiser entre voisins et à écrire des phrases sur la place pour motiver les gens du quartier. Et donc, ils parlent avec les riverains de la place Santa Mata, de la place Andrés Mata, de la place Santa Rosa, pour que le lieu soit plus sûr, pour qu'il soit illuminé la nuit. Et en plus, toujours par contagion, on s'inspire de la place Andrés Mata parce que on voit que, parce que cette place est de nouveau fréquentée, il y a une sorte de petit bar de quartier qui est improvisé. Et ils se mettent également d'accord pour payer une personne qui va les aider à s'occuper des plantes, parce qu'il y a énormément de plantes dans le coin. Et on voit que les enfants commencent à venir jouer sur la place, parce que c'est des places où il y a des jeux pour enfants, il n'y en a pas beaucoup. Et ce qui est bien, c'est qu'au-delà de la transformation physique et de la beauté de ces interventions, ce qui est surtout magique, c'est comment ces 3 places se connectent les unes aux autres et donc deviennent une sorte de base d'un tissu social. C'est-à-dire que les riverains de la place Santa Rosa
ont créé une fondation qui s'appelle le projet Vive. Donc, les riverains, les gens du quartier, intégrés pour le bien-être de leur espace. Et cette fondation est un mouvement citoyen qui ne concerne pas seulement cette place, mais qui s'intéresse à d'autres zones de Carúpano, parce qu'ils deviennent un peu une référence pour les habitants de Carúpano, pour d'autres quartiers. Alors, comment cette flamme apparaît? Pour moi, c'est une flamme qui aide à reconstruire la ville en matière de résilience. Reconstruction du tissu social qui est fortement impacté par la situation actuelle. Donc une femme comme Marisol ou Carmen Luisa, qui sont simplement sortir de chez elles pour aller s'occuper de rénover un endroit. C'est le moment où elles se connectent avec un objectif supérieur qui tend à limiter. La situation tend à limiter leur liberté. Et elles disent non, je ne suis pas limitée, je peux faire quelque chose et je peux transformer, je peux mettre de la beauté ici, juste en dehors de chez moi. Je ne peux pas avoir un véhicule pour aller ailleurs, donc je suis obligée de vivre ici. Donc ce n'est pas seulement l'action de Marisol, de Carmen Luisa, mais également de tous les gens qu'elles ont su embarquer avec elles. Mais ce qui est beau, c'est que lorsque d'autres personnes se joignent à elles pour embellir, alors qu'avant, il pouvait y avoir des divisions religieuses, politiques, sociales. Mais étant donné que ces personnes ont un objectif commun, c'est la beauté de cet espace commun, de cette ville, qui peut changer, et elles prennent le changement entre leurs mains. Et donc, il y a une transcendance qui dépasse l'individualité. Et moi, je crois que, surtout, ce qui est beau, c'est que cette occasion, cette flamme, cette transcendance, lorsque on la montre aux plus jeunes, mais également aux plus vieux, et on leur fait comprendre qu'il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tôt pour participer à cet objectif, qui est de dire non, je n'accepte plus cette réalité, je vais la transcender. Et on travaille ensemble. C'est là qu'on commence vraiment à être socialement fort. Peut-être que Carúpano n'est pas revenu à ce qu'elle était au XIXe siècle, mais néanmoins, on construit des fondements solides, des fondations solides pour soutenir ces changements physiques et améliorer physiquement la ville. Fondamentalement, je pense que la résilience construit le tissu social inspiré par un sentiment de transformation commune, ce qui efface toute forme de différence, qui nous rend tous égaux. Merci beaucoup. J'avoue que je suis tout ému, c'est fantastique ce que tu as raconté. Exact. En plus, parce que l'image que projette le Venezuela à l'extérieur est une image de désolation. Quand je suis arrivé en France, les gens me disaient, le visage effondré, comment c'est le Venezuela? Et moi, je leur parlais de la situation, et puis au bout d'un moment, j'ai dit, mais moi aussi, je suis en train de propager une image négative du Venezuela. Et je sais qu'il y a des initiatives citoyennes au Venezuela qui sont très belles, qui ont beaucoup de valeur. Donc non, tout n'est pas négatif. Et ce que tu nous montres, c'est la force d'une population qui avance, qui se bouge, qui cherche la liberté dans ses gestes, en amenant ses pierres sur la place. Donc, merci beaucoup pour le travail que tu mènes. Le fait de reconstruire le tissu social d'une population qui peut parfois être au désespoir est quelque chose de superbe. Merci beaucoup. Nous, on n'a rien fait, c'est eux qui ont fait ça, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. Donc, toi et puis les personnes de Carúpano. Alors,
Je vois que le travail communautaire a été très fort. Il y a des images très belles de ces femmes qui cuisinent, des gens qui deviennent amis, c'est-à-dire un contact physique même entre les gens et avec l'espace. Et je ne peux m'empêcher de te demander, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est quoi la suite pour toi, cette relation du corps avec l'espace public et cette relation de corps à corps? Eh bien, moi je crois qu'une des choses les plus difficiles, c'est de faire cet effort, c'est-à-dire maintenir cette flamme, l'entretenir. Et ce qui est bien, c'est que c'est Louise qui a réparé la fontaine, c'est Marie qui a cherché la première plaire, Léo a dessiné le papillon, c'est très bien, mais il faut transcender tout ça et voir au niveau du collectif comment on peut travailler dans un sens commun qui dépasse l'individu, la personne. Et cet effort soutenu est un véritable effort qui doit se faire en équipe parce que tout le monde a des hauts et des bas. Et quand on n'a plus trop d'énergie, il faut essayer de voir cela comme l'occasion de travailler en équipe, parce qu'après, il faut organiser des événements, donner de la vie à ces rues. C'est une ville qui est touchée par la violence, et donc les rues sont plus sûres maintenant. Et cela peut également soutenir des questions de santé, des questions sanitaires, qui sont des questions complexes. Et donc, on commence à mettre en place un renforcement du tissu social. Et lorsqu'ils voient plus d'opportunités, ces personnes se rendent compte de l'importance de participer, de faire partie du projet, d'être protagoniste. Moi, ne pas attendre les élections pour faire quelque chose, mais moi, comme habitant de cette rue, comme citoyen de cette ville, de ce pays, j'ai également le pouvoir de faire en sorte que les choses s'améliorent. Et donc, il ne s'agit pas d'espérer que le gouvernement change et que le prochain gouvernement soit meilleur. Non, nous sommes nous-mêmes une force. Une force pour améliorer le bien commun. Et nous, comme participants de la réalité, nous pouvons la changer. Donc je pense que lorsque les gens participent parce qu'ils pensent qu'ils doivent participer, et dans un monde où la démocratie est en crise, je pense que plus que jamais, il est important que, comme êtres humains, nous participions à cette réalité dans de nombreux domaines et de manière différente. Je parle des villes parce que c'est mon expertise qui est là. Mais il y a de nombreuses manières de participer à l'amélioration du bien commun dans nos villes, dans nos villages, dans notre pays ou dans le monde entier d'ailleurs. C'est fou comme quelque chose de simple, comme illuminer la place, un geste assez simple, devient quelque chose qui porte le changement, puisque les gens restent après sur la place, il y a un petit bar. Donc c'est comme s'il y avait un phare sur la place qui serait un centre qui attirerait les gens, qui signalerait la place aux gens et qui les attire. Donc, oui, c'est ça. Mais j'espère qu'il y aura plein de phares de partout, comme un réseau de phares. Alors, parce que tu as parlé de la responsabilisation des personnes, de l'appropriation de l'espace, peut-être tu pourrais parler de gestes politiques en l'occurrence, non? On pourrait parler de gestes politiques, qu'est-ce que tu en penses?
Non, carrément. Oui, je crois que c'est comme ça qu'on construit la politique. C'est comme ça qu'on fait de la politique en tant que citoyen. La politique, c'est pas seulement aller voter le jour des élections et dire je vote pour telle ou telle personne. C'est une politique au quotidien qui fait que nous participons à l'évolution de notre environnement comme êtres humains et nous sommes co-responsables de la réalité dans laquelle nous vivons. C'est une autre forme de politique. Et parce que finalement, le président, le maire, n'est qu'un représentant de la communauté. Ce n'est pas un chef. C'est quelqu'un qui représente la majorité des votants. Donc, par ces petits projets, ces projets dont j'ai parlé, on participe à la construction de la ville à laquelle on rêve. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et on est en train de parler d'un contexte dans lequel beaucoup de personnes restent prisonnières de leur quotidien. Et lorsqu'il faut imaginer une autre manière de vie, parfois, lorsqu'on dit à ces personnes qu'elles peuvent imaginer une autre manière de vivre, que tout est possible, alors elles se lancent. Quand on parlait de politique également, j'ai pensé aux autres villes. Parfois, c'est très abstrait que la participation des citoyens dans une ville plus grande comme Barcelone. Il semble difficile d'avoir un impact communautaire. Ce sont des villes si grandes où il y a tellement de personnes, on peut s'y perdre. Mais je crois que dans tous les lieux, il y a un sentiment de communauté, que ce soit au niveau d'un immeuble, que ce soit au niveau d'un quartier. Donc, l'idée, c'est de sortir de l'abstraction et de commencer par ce qui est local, parce que ce qui est petit, en particulier en cette époque de Covid, parce qu'on ne peut pas voyager, on ne peut pas bouger. Donc, il s'agit pour nous de voir ce qui est face à ma maison, à mon immeuble, ce qui est en face, et l'apprécier, le valoriser. Et je crois que ça, c'est important. Oui, bien sûr. Anna, dans ta présentation, tu nous as parlé du passé de Carúpano quand il y avait les ambassades, quand tout semblait fantastique. Est-ce que tu penses que les conditions supposées par la modernité aident le développement social, en particulier l'appropriation de l'espace public par les habitants du lieu? De quoi tu parles quand tu parles de modernité, Nancy? Je veux dire que je parle des investissements étrangers à l'époque, à Carúpano, où il y avait le cacao, le café, il y avait les ambassades. C'est-à-dire que c'était un contexte économiquement bon. Bien sûr, il y a toujours eu une inégalité sociale importante, donc je ne me fais pas d'illusions non plus, mais à l'époque, c'était comme ça. Bien sûr que le développement, où il y avait des exportations de café, et où on exportait du cacao, etc. C'est que ce type d'expérience qui, d'une certaine manière, renforce le tissu social, forme la base de ce qui peut faire naître des opportunités économiques durables. Parce que lorsque l'on pense à la manière dont ces familles corses sont venues au Venezuela pour vivre,
Et il y a des non-corses dans beaucoup d'endroits au Venezuela. Ils ont jeté les bases pour maintenir ce développement. Il faut continuer à travailler sur le développement de ce tissu social parce qu'à un moment, nous aurons l'occasion de nous développer. C'est-à-dire que ce n'est qu'un cycle que ce que nous sommes en train de vivre. Il me semble fondamental de comprendre que les enfants de 8 ans maintenant, actuellement, seront les leaders de demain. Et donc, ce sont des petites flammes de résilience qui peuvent porter ce message. De fait, Marisol de la place Santa Rosa a une fille qui a participé à l'atelier pour transformer la place Andrés Mate. Et donc, elle a aidé sa mère dans son projet. Ce qui fait que je crois qu'actuellement, nous avons l'occasion de former cette nouvelle génération, cette relève qui sera la base du tissu social de demain, qui va aider au développement non seulement de Carupa, mais de tout le Venezuela comme pays. Bien sûr. Une dernière question très spécifique sur la particularité des Carúpano. À Trazando Espacio, vous avez une méthodologie concrète que vous avez utilisée au Chili, en Inde, aux États-Unis. Et vous avez des mois et des mois de préparation avec la communauté avant de commencer à travailler. Je comprends que le travail public a besoin d'abord de voir quels sont les besoins dans la communauté, voir ce dont ils ont besoin pour travailler. Donc ce n'est pas pareil de travailler en Inde et au Venezuela. Ce n'est pas pareil de travailler aussi dans le Venezuela, à Caracas ou à Carúpano. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui fait que Carúpano s'appelle Carúpano et ce qui fait ses citoyens? Oui, donc notre méthodologie, nous l'avons appliquée dans beaucoup de contextes. C'est une guide d'action assez universelle. Il faut observer, analyser, comprendre une situation pour ensuite dessiner, créer une proposition qu'on puisse créer et transformer. C'est universel. Mais le plus difficile, c'est s'adapter à chaque endroit. Dans le cas de Carúpano, la différence avec Caracas est que les choses sont un peu plus lentes parce que dans la capitale, tout bouge plus rapidement qu'à l'intérieur du pays. Mais à Carúpano, nous avons découvert aussi une espèce de magie des citoyens de là-bas. Et c'est merveilleux. Les gens sont très accueillants. C'est fabuleux. Ils t'accueillent et tu te sens comme chez toi. Tu te sens comme un roi. Ils t'offrent toute leur gastronomie, leur façon d'être, de partager leurs choses, leurs idées. C'est merveilleux. Donc, quand on a travaillé dans la péninsule de Paria, nous avons travaillé avec des communautés, une communauté très distante, très éloignée. Et avec toutes les personnes de l'équipe, nous avons eu 2 facilitatrices et qui ont vécu avec la communauté au début pendant une semaine. Et ce qu'elles disent, c'est que c'était vraiment un cadeau parce qu'ils sont accueillants, ils ont envie de partager la beauté dans l'adversité et cela fait que ça soit une expérience magique. C'est quelque chose de très spécial dans la péninsule de Paria, y compris Carúpano. On se sent à la maison. Même si on est belge, par exemple, une fois, une amie belge est venue travailler là-bas, mais ils te font sentir à la maison. C'est quelque chose d'incroyable. Ce fait
le travail, cela fait que le travail soit très agréable. Oui, je peux l'imaginer. Je ne sais pas si le public a des questions, veut poser des questions. Oui, nous avons une question, Anna. Est-ce que la crise sanitaire au Venezuela peut changer le panorama de la crise politique? Voilà, il profite pour te poser des questions sur le Venezuela. Oui, est-ce que la crise sanitaire peut changer? Eh bien, la situation politique est vraiment compliquée. Il y a un leadership très accroché au pouvoir. On dirait que ni la crise sanitaire, ni la crise de nourriture alimentaire, ni aucune crise a fait assez de bruit pour être assez honnête, pour dire nous ne sommes pas en train de faire un bon travail, il faut laisser la place à quelqu'un d'autre. Tous les ans, on se demande jusqu'où on va aller, jusqu'où on va pouvoir tenir. La situation est vraiment compliquée. Les chiffres de la Covid au Venezuela, bon, on n'a pas assez de preuves. À Carúpano, on entend dire mon oncle est mort de la Covid, etc. Mais ce sont des chiffres qui ne sont pas enregistrés. Il y a des personnes qui traversent la Covid et nous ne le saurons pas parce que les chiffres ne sont pas enregistrés. La situation est très précaire, la situation des hôpitaux est compliquée, les médecins travaillent bec et ongles. La santé est encore une des problématiques au Venezuela. Tout est connecté de toute façon. Le fait qu'il n'y ait pas d'essence dans un pays, cela fait que l'économie est freinée, les gens se mobilisent, il y a des espaces touristiques abandonnés que nous ne pouvons pas visiter. Donc c'est une chaîne en fait, ce ne sont pas des éléments isolés. On dirait que rien n'est assez tragique pour dire basta, il faut arrêter, il faut que d'autres personnes lidèrent le pays, gouvernent le pays, parce que nous voulons aller de l'avant. Merci Anna. Je pense que nous avons atteint la fin de ces portraits. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Tout d'abord, on avait pensé à faire un portrait de Caracas et Anna nous a proposé de faire un portrait de Carúpano. Et pour moi, c'était incroyable de voir Carúpano à côté de Barcelone et d'autres villes, donc c'était merveilleux. Oui, voilà, c'était ça. Merci de nous donner l'opportunité de partager cette expérience d'une petite ville où il y a des personnes qui se sont regroupées pour faire visible cette résilience à côté de grandes villes. Merci, merci à toi. Nous parlerons de Trazando Espacios demain. Oui, vous devez être là, ça va être génial. Merci, au revoir Anna. Merci Nancy, au revoir.